Vous êtes sur Innov Télévision, il est 20h50 et vous faites bien de suivre Samedi Sport. Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue à notre émission de la soirée qui sera consacrée à l'équipe nationale congolaise. La RDC a joué son tout premier match amical face au Danemark, c'était mercredi dernier à Liège. 0 but partout, c'est le score qui a départagé la rencontre, mais c'est de cette manière-là que la RDC va aborder la Coupe du Monde. La question est posée aux deux invités de la soirée pour cette émission. On va entrer dans les choix tactiques de l'entraîneur et aussi dans la dimension technique de cette rencontre. Pourquoi l'entraîneur a fait ses choix tactiques. On va en parler sur ces plateaux. Est-ce que cela va nous servir également pour mieux aborder la Coupe du Monde où la RDC est logée dans le même groupe que le Portugal, l'Ouzbékistan et la Colombie. Madame, Messieurs, on en parle ce soir en long et en large. Patrick Bourré pour en parler. Bonsoir. Bonsoir Joyce Moukaya, bonsoir Innov Télévision. Encore un réel plaisir de me retrouver sur ces plateaux pour parler sport et surtout cette question qui concerne l'équipe nationale de la RDC. Enfin, on était en train de discuter dans le passé à propos des qualifications, mais là, c'est la phase finale de la Coupe du Monde que nous allons jouer 52 ans après. Et là, lors de la première édition, il y a eu des désillusions. On va se rappeler de ces scores lourds de 9 buts à 0. Et là, on a envie de pouvoir blanchir l'image de la République démocratique du Congo sur la scène internationale et ça passe par une bonne préparation. Voilà pourquoi on est sur ces plateaux pour en parler. Le football a beaucoup évolué, on l'a senti mercredi dernier. On en parle d'ailleurs ce soir dans notre émission avec Timothée David Lumba. Bonsoir David. Bonsoir Joyce et bonsoir à Patrick Bourré avec qui nous partageons ces beaux plateaux. Bonsoir aussi à tout le monde qui va nous suivre en direct d'Innov Télévision, que ce soit à la télévision ou encore sur les plateformes numériques. Et je suis très content d'être là pour parler de la République démocratique du Congo et de nos léopards. On se retrouve la dernière fois, c'était aussi, on parlait de la CAN, c'était en décembre. Oui, on a parlé de la CAN. C'était pour parler de la CAN. On faisait, en tout cas, les bilans des nations qualifiées pour la Coupe d'Afrique des Nations. Mais pour ce soir, nous allons parler des RDC qualifiés à la Coupe du Monde et surtout de ces matchs amicaux là, qui opposaient la RDC au Danemark mercredi dernier, match qui s'est soldé sur la note des 0 buts partout. Claudia Mangoula pour nous en dire plus. Pour son premier test de préparation face au Danemark, la RDC a rendu une copie globalement satisfaisante en obtenant un match nul vierge. Face à une nation européenne habituée aux grandes compétitions, les Léopards ont surtout séduit par leur discipline tactique et leur rigueur défensive. Dès l'entame, les hommes de Sébastien Desabre ont affiché un bloc compact et bien organisé. La priorité était claire, réduire les espaces entre les lignes et empêcher les Danois de développer leur jeu de possession. Un plan parfaitement exécuté durant une grande partie de la rencontre avec une défense centrale sereine et un milieu de terrain très actif dans le travail de récupération. Sur le plan technique, la RDC a démontré une certaine maîtrise dans la sortie de balle et dans la phase de transmission. Les Léopards ont su ressortir proprement sous pression et s'est projeté rapidement vers l'avant. Cependant, le manque de précision dans les derniers mètres a empêché l'équipe de convertir ses opportunités en occasions franches. Offensivement, les Congolais ont souvent marqué la dernière passe ou les gestes justes pour mettre en difficulté la défense danoise. Un constat qui souligne encore la nécessité d'améliorer l'animation offensive et la connexion entre le milieu de terrain et l'attaque. Défensivement, en revanche, les signaux sont encourageants. La charnière a répondu présente, le bloc équipe est resté compact et les efforts collectifs ont permis de contenir les offensives danoises, malgré quelques alertes. Au-delà du résultat, ce match confirme le progrès réalisé par la sélection congolaise sur le plan collectif. La RDC a montré qu'elle pouvait rivaliser tactiquement avec une équipe européenne de qualité. Reste désormais à gagner en efficacité offensive pour franchir un nouveau palier et transformer ces types de prestations solides en victoire de référence. La passion ne s'arrête jamais, même quand vous êtes en déplacement. Vos émissions, vos films et séries, résultats de matchs en direct et autres, tout Innov TV tient désormais dans votre poche. Et la révolution continue. Votre abonnement mobile à un prix imbattable, 1,50 $ ou 3500 francs seulement, payable par Mobile Money ou par carte Visa. Innov TV, votre temps, votre télé. Nous sommes de retour sur ce plateau. Nous allons entrer dans le vif de notre sujet. D'abord, pour ne pas
perdre assez de temps. Il faudrait savoir que la RDC a utilisé un système de jeu inhabituel par rapport à toutes ces autres rencontres. Pour ces matchs face au Danemark, le sélectionneur Sébastien Desabres a préféré utiliser le système 1-5-3-2. Il a utilisé Axel Twanzebe comme patron dans l'axe, accompagné de Bemba et Kapwadi pour dans les ailes, 2 ailiers Maswaku sur le côté gauche ainsi que Gédéon Kaloulou, 3 milieux de terrain box to box, Mutusami Edo Kaembe ainsi que Ngalael Mukau, et en attaque 2 attaquants de pointe rapide, Cédric Bakambu et Yohan Wissa. C'est Patrick Bourré. D'abord, inhabituel pour la République démocratique du Congo. Nous sommes habitués avec notre 4-4-2 où le peu de fois on a utilisé le 3-5-2, ça n'a pas marché, notamment contre le Maroc plutôt pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, et aussi tout récemment contre l'Éthiopie, l'Éthiopie lors des éliminatoires de la CAN Maroc. Ça n'a pas marché, et cette fois-ci face au Danemark, on a vu quand même que ça bon, je sais pas ce que vous allez dire, mais la physionomie lorsque ça se joue en Afrique et en Europe est un tout petit peu différente. En réalité, c'est un tactique d'humilité. Moi, je l'appelle un tactique d'humilité. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a un 5-3-2, ça veut simplement dire que l'équipe va déjà beaucoup défendre sur le plan tactique. Ça veut simplement dire que l'équipe accepte volontairement de laisser les ballons à son adversaire, concevoir les ballons et tenter de ressortir proprement ou soit par contre-attaque. Généralement, ça se passe comme ça. Et regardons l'adversaire de la RDC le mercredi dernier, c'était le Danemark, qui est classé 20e au classement FIFA. C'est pas une moindre nation de football. Il y a beaucoup plus de talent en termes de qualité, que ce soit individuelle ou qualité collective. Et la République démocratique du Congo, qui justement en termes de préparation était déjà en train de viser et d'imaginer également l'adversaire de la première journée de cette phase de groupe qui est le Portugal. C'est presque un football similaire, même si au niveau face au Portugal il y a un peu plus de qualité que du côté du Danemark, mais c'est presque la même physionomie parce que ces deux nations jouent presque généralement une même compétition des éliminatoires, la Coupe d'Europe, c'est une même zone. Et c'est comme ça que le sélectionneur national, en étudiant le football danois ou le football portugais, a voulu justement d'abord sécuriser, parce qu'on a vu que dans l'ensemble de la rencontre le mercredi dernier, la RDC a très bien défendu, même s'il y a eu quelques occasions franches, une petite domination du côté du Danemark avec plusieurs poteaux touchés par les joueurs danois, mais dans l'ensemble la défense congolaise a été très bonne. Dans l'ensemble, dans la défense, dans les systèmes défensifs proposés par la République démocratique du Congo, il y a eu une solidité énorme et il y a un système avec des pistons qui a permis à faire découvrir des joueurs qu'on ne connaissait pas, avec notamment l'arrière central, le gaucher blanc Kapwadi, qui a livré une très très belle prestation avec ces systèmes puisqu'il était très à l'aise, accompagné d'un Arthur Maswaku qui aussi a fait une rencontre exceptionnelle. Gédéon Kaloulou qui aussi a été un peu bon, même s'il y a eu plusieurs déchets techniques dans le dernier geste. Il y a eu des actions qui pouvaient pour profiter à la République démocratique du Congo, mais du côté Gédéon Kaloulou, il y a eu plusieurs déchets techniques. Mais dans l'ensemble, je me dis que ce schéma tactique a été bon pour la République démocratique du Congo face au Danemark parce que la RDC avait déjà accepté au préalable de pouvoir laisser les ballons à l'adversaire. Si on doit les voir sur le plan de possession, il y a eu à la fin du match 62 ou 63% de possession pour à la fin du match, c'était 48 pour la RDC et puis effectivement, il y a eu une légère domination pour les Danemark et la République démocratique du Congo qui a aussi prouvé dans la sortie de ballon, lorsque le Danemark perdait beaucoup de ballons sur la phase offensive, la RDC en a profité avec notamment un très bon relais. Est-ce que c'est là justifie le choix de l'entraîneur d'utiliser 5 défenseurs? Parce que là, on a vu aussi que la RDC a eu des problèmes sur le plan offensif. Les transitions, oui, bien sûr, il y en a eu. Mais la RDC
a une vocation de jouer avec ses latéraux et aussi avec ses ailiers. Est-ce que ces systèmes de jeu n'écartent pas certains joueurs comme Bongonda, comme Elia Meshak, comme Sipenga, qui ne se retrouvent pas dans les plans parce que là, il n'y a pas d'ailier. Chaque rencontre a ses réalités et je pense que les sélectionneurs a bien lu justement son adversaire. Ça ne sera pas dans toutes les rencontres qu'on va évoluer avec ces mêmes schémas tactiques. On a été obligé de s'adapter par rapport à l'adversaire. Si on doit voir la rencontre réalisée par Arthur Masuaku, qui a été comme un piston. Oui, c'est 3 défenseurs, mais les latéraux jouaient comme des pistons, parce qu'on a vu Arthur Masuaku à plusieurs reprises dans les avant-postes. On a aussi vu justement Gédéon Kaloulou faire énormément de montées dans le couloir, ce qu'on appelle dans le football moderne des pistons. Ça a marché. Donc, il y aura des rencontres où le sélectionneur va s'adapter, où on aura justement un Bongonda très important, un Meshak Elia très important, un Sipenga très important. Parce que, il y a une différence, au fait. Lorsqu'on joue devant l'Éthiopie, la RDC a l'obligation de faire les jeux. La RDC n'attend pas. Mais lorsqu'on joue devant le Danemark, c'est pas la RDC qui fait les jeux. En termes, sur les plans individuels, en termes de qualité, en termes de profondeur, c'est pas la RDC qui fait les jeux. La RDC attend et procède par de contre-attaques. Je ne dis pas que c'est impossible pour la RDC de faire les jeux devant le Danemark, mais on voit les rapports des forces sur le terrain en termes de qualité, sur l'effectif danois et l'effectif congolais, il y a pas photo. On a vu que le Danemark a posé beaucoup de problèmes. Il y a un Pierre-Emile Højbjerg au milieu de terrain, vous avez un Christian Eriksen, vous avez des joueurs qui, justement, sur les plans techniques, qui sont très bons, qui peuvent poser énormément de problèmes à l'adversaire. Et pour faire face à une telle nation, il faut s'organiser bien sur les plans défensifs, c'est qu'a fait les sélectionneurs Sébastien Desabre. À quoi ressemble la disposition des Portugais, parce que ces matchs-là a été fait à dessein pour préparer la rencontre face au Portugal. Il faudrait également montrer à quoi ressemble l'équipe portugaise, parce que lorsqu'on a joué face au Danemark, c'est Christensen, c'est Lindsen, c'est Lindstrom, c'est vous voyez, on comprend. Mais le profil du Portugal est bien différent du profil danois, parce que déjà lors de la dernière Ligue des Nations, le Portugal a battu en quart de finale le Danemark à des reprises, lors du match aller 1-0 et lors du match retour 5-2. Alors, quelle était la disposition des joueurs? Déjà, le système, le schéma tactique, c'était un 4-3-3 avec dans l'axe Ruben Dias et Gonçalo Inácio. Nuno Mendes et Diogo Dalot ont partagé les ailes. Au milieu de terrain, Vitinha, Bernardo Silva et Bruno Fernandes. Et au niveau de l'attaque, il y avait Conceição, Rafael Leao ainsi que Cristiano Ronaldo. Là, sans citer certains joueurs qui se retrouvent sur le banc. Malheureusement, Diogo Jota est déjà parti. Malheureusement, sans citer des joueurs comme Trincao, sans citer des joueurs comme Palhinha ou encore Joao Félix, Ruben Neves également et Gonçalo Ramos, l'avant-centre de Paris Saint-Germain. Donc, ça veut dire que la configuration du match face au Portugal ne sera pas forcément c'est celle qu'on a vécue le mercredi dernier face au Danemark. Pour moi, j'aimerais que ça reste la même, parce que on a déjà un problème d'un animateur. C'est ce qui a un peu obligé notre sélection à évoluer dans ces types de compositions. Aujourd'hui, avec le football, le joueur peut être un défenseur, mais après, il peut remplir beaucoup d'autres tâches. Et c'est ce qui s'est passé l'autre fois contre les Danemark. On a vu Arthur Masuaku qui était plus comme un ailier que comme un défenseur de l'aile, parce que Capoadi était juste derrière lui. Mais lorsque vous regardez aussi ce que le Portugal a comme la profondeur dans son banc, vous pouvez imaginer que vous pouvez faire des très bons milliers avec le Portugais. Vous mettez, comme vous venez de dire, Bernardo, Bruno Fernandes et Vitinha. De l'autre côté, vous mettez Joao Neves, Ruben Neves et encore Palhinha. Ça peut faire aussi un bon milieu qui peut évoluer, sans compter dans les ailes. Les Portugais sont très très bien enrichis avec des Joao Félix qui retrouvent ses marques aux côtés du GOAT Cristiano Ronaldo. Il y a Rafael Leao. C'est vrai que très souvent il est irrégulier, mais lorsqu'il s'agit des compétitions, il est là, des Trincao, des Conceição. Donc Pedro Neto, c'est une profondeur. Maintenant, avec ce que on a eu l'autre fois avec les 3-5-D, l'avantage c'est quoi? Vous avez déjà
3 centraux. Dans les 3 centraux, il y a un défenseur qui reste dans l'axe. Ouais. Les autres sont sur les aides, qui donnent la possibilité dans d'autres possessions que vous arrivez même à 7 joueurs en attaque. Exactement. Si on voit les dépissements, on voit les milliers, les 3 milliers et puis les deux attaquants. Donc, vers l'avant, en fait. Effectivement, ça va vous permettre à attaquer en ayant un nombre numérique supérieur à votre adversaire, parce que eux, ils doivent normalement laisser les joueurs aux avant-postes, et lorsque vous devrez aussi défendre, vous serez encore en supériorité numérique. Maintenant, il faut l'adapter à nos joueurs. On se rappelle l'autre fois contre le Soudan, on a aussi joué en 3-5-D avec Silas Kantopa qui était sur l'aile. Donc, avec le piston, des fois, on peut aligner un latéral type, ou on peut aussi aligner un ailier, voire un milieu offensif, parce que en réalité, il y a que 3 défenseurs, et ces défenseurs, ce sont les centraux. Il doit avoir maintenant des milieux qui seront capables de défendre et de mener aussi l'équipe vers les attaques. Est-ce que c'était un bon choix d'utiliser nos 3 milieux pour le match du mercredi dernier? On a Edo Kaembe, on a Mutusami et Ngalael Moukaou. Lorsque vous voyez cette configuration au niveau de milieu de terrain, si on devrait rejouer avec ces mêmes joueurs face au Portugal, où on verra probablement Vitinha, Bruno Fernandes et Bernardo Silva, est-ce que vous pensez que ça pourra faire le taf? Pas les mêmes milliers, parce qu'on peut échanger 2-3 noms, des noms plutôt, mais on peut garder la même configuration avec les 3 milliers, parce que on doit avoir des milliers qui seront capables de défendre. Si vous regardez les ballons de Vitinha, le football de Vitinha, il est capable de défendre, il est capable aussi d'attaquer. Bruno Fernandes, il est moins dans la défense, mais quand même, lorsqu'il se met, il est aussi bon. Il faut maintenant avoir au moins des milliers qui seront capables de défendre et d'attaquer. Et il faut avoir un millier, lui, qui sera là nécessairement juste pour défendre. Donc, lui, son boulot, c'est défendre, rester là comme notre pitbull. Donc, il faut l'avoir, et puis il faut rajouter des milliers qui seront capables de défendre et d'attaquer. Et dans d'autres moments, il y aura aussi les pistons qui peuvent revenir dans l'intérieur pour essayer d'étoffer les milliers, enfin de parer les attaques portugaises. On va prendre 2 aspects. D'abord, l'aspect des centraux. On a remarqué que lors de la rencontre face au Danemark, les Danois ont eu un peu de difficultés à percer, à traverser à franchir cette ligne défensive pour aller trouver notre gardien. La majeure des fois où ils ont été dangereux, ils ont tiré des loin, mais contrairement à la RDC, où on a trouvé nos attaquants dans les intervalles, dans le ballon en profondeur, malheureusement, on a eu un problème de finition. Mais il ne faut pas oublier que lorsqu'on va jouer contre la formation comme le Portugal, on aura dans les ailes plutôt comme latéraux, on aura Diego Dalot, probablement Nuno Mendes, ou encore Semedo qui Joao Cancelo, le joueur. Vous voyez la profondeur. Voilà, vous voyez. Donc ça veut dire ce sont des latéraux qui se projettent rapidement vers l'avant, et ils auront également un bonus d'attaquants, des ailiers comme Rafael Leao, ou encore d'autres ailiers, Pedro Neto, Francisco Trincao également. Donc ça veut dire qu'ils auront un surplus sur les ailes. Alors que si nous utilisons ces mêmes systèmes de 5-3-2, on n'aura que 2 latéraux qui auront à contrôler un couloir net. Ça va pas créer de l'infériorité, sachant que des joueurs comme Bissaka aiment se projeter vers l'avant, et aussi des joueurs comme Nuno Mendes qui va se projeter vers l'avant, mais qui aura un surplus au niveau de l'attaque. Voilà pourquoi les choix, et d'ailleurs, avant de pouvoir répondre à la question sur la charnière centrale de la RDC, j'allais spécifier, c'est que la vision du sélectionneur national Sébastien Desabre, il regardait déjà l'équipe portugaise, avec notamment Nuno Mendes, qui arrive à faire plusieurs montées au cours d'une rencontre. C'est que garnir les ailes permet à la République démocratique du Congo de contenir un Nuno Mendes, de contenir de l'autre côté un Joao Cancelo ou un Diego Dalot, des joueurs à vocation offensive. Et si vous avez, par exemple, 3 au niveau de l'axe,
avec l'appui de ces deux pistons, Arthur Masuaku, qui d'ailleurs peut faire les travail défensif comme il le faut et se projeter vers l'avant. Vous avez Arwan Bissaka qui peut faire les travail défensif et se projeter vers l'avant. Dans les phases défensives de la République démocratique du Congo, c'est qu'on se retrouve vraiment à 5 derrière. Vous avez le 3 avec Chancel Mbemba, Axel Touanzembe et Steve Kapouadi, là dans l'axe pour contenir, parce que là il y aura une forte charge. Vous avez l'un des meilleurs joueurs du monde, Cristiano Ronaldo, qui va peut-être attendre juste un petit ballon dans la surface de réparation pour scorer. Et vous avez ces deux pistons qui vont permettre de garnir et soutenir justement les offensifs portugais avec Nuno Mendes, avec Tricao, avec Rafael Leao, avec tous ces très bons joueurs portugais que nous avons. Donc, c'est un système qui permet à la République démocratique du Congo d'avoir la sécurité. Parce que là, qu'on le veuille ou non, face au Portugal, l'équipe va souffrir sur le plan défensif. Et pour garantir un bon résultat pour la République démocratique du Congo, faudra que défensivement, l'équipe soit solide et profiter de ces quelques, comme l'a dit Timothée David, avoir un milieu qui peut, dans les cas de contre-attaque, savoir organiser une phase offensive de la République démocratique du Congo. On a des très bons joueurs qui courent très vite. Vous avez justement le Wissa, vous avez Cédric Bakam, des joueurs qui adorent la profondeur. En phase offensive de contre-attaque, si on a un milieu de terrain qui sait mettre les ballons, comme à la période d'un Poutou Trésor de l'époque, qui peut glisser une passe magique, ça peut faire l'affaire. Imaginez, face au Danemark, il y a eu plus de 8 tirs côté danois, mais ils n'ont pas marqué. Mais si Cédric Bakambu était réaliste et que l'unique occasion face au Portugal, on arrivait à transformer, on a la chance de pouvoir remporter cette rencontre. On a la facilité de remporter cette rencontre, mais un détail à ne pas oublier, c'est que il faudrait aussi être bon dans des petits espaces, puisque lorsque vous jouez avec des Vitinha, c'est des joueurs qui trouvent facilement de l'intervalle, mais lorsque la RDC a joué face au Danemark, on a vu que les Danois avaient du mal à être bons dans les petits espaces, mais la RDC avait quand même cette facilité de trouver les attaquants entre les lignes et puis d'arriver au moins dans la surface de réparation. C'est aussi un fait, c'est un bonus, ou alors il faudrait regarder ces matchs-là sous un autre angle, puisque déjà face au Danemark, les Danois ont beaucoup tiré de loin et le Portugal a ses profils des joueurs dans son effectif. Comme vous venez de le dire, dans les espaces qui seront petits, ça va aussi être une très très belle bataille pour toutes les deux nations. Vous savez, aujourd'hui, avec le Portugal, c'est une nation, pour moi, c'est l'un des favoris, l'un des pays favoris dans cette Coupe du Monde. Vous avez des joueurs comme Vitinha qui est capable de faire 1600 passes tout au long de la Champions League. 1600 passes effectuées tout au long de la Champions League. Ça montre à suffisance la manière dont il est capable de nous faire très mal. Il faut essayer de revoir pour colmater, parce que on a vu aussi des phases où les Danois ont essayé des passes rapides et puis on a eu quand même l'opportunité de bien se replacer. Moi, je dirais se replacer, oui, mais il faut regarder aussi la rapidité avec laquelle les Danois ont effectué ces passes et puis ces côtés méticulés que les Portugais pour effectuer des passes. Vous avez des Vitinha, des João Neves, de Bruno Fernandes, une personne capable de faire 21 passes décisives dans l'APL, sans compter les actions que Mbembo, Sesco pouvaient scorer. Ça va montrer que nous allons aussi souffrir dans ça, mais par contre, nous, on doit être capable de bien se replacer et d'être aussi fort pour les attaquer. Ce qui est inévitable dans le football. Lorsque vous attaquez, sûrement, vous serez contre-attaqué. Exactement. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on va faire des ballons que nous allons gagner? Moi, aujourd'hui, je ne vois pas un 6 qui est capable de faire des passes comme Saddam. C'est vrai que j'ai suivi Saddam vers sa fin, mais avec cette qualité des balles, si on a un joueur qui est capable de les faire aujourd'hui, ça serait aussi bénéfique pour nous. Il faut aussi voir, avec l'évolution du football, ça commence avec les gardiens de but. D'où on part des relances. Et notre gardien Lionel Passy, avec ses relances, il est simplement catastrophique.
Si vous regardez ces relances, c'est catastrophique. Par contre, si vous regardez des gardiens comme de Manuel Neuer, il est capable de vous faire juste une seule passe et d'éliminer 4 joueurs adverses. Lorsque vous éliminez déjà 4 joueurs adverses avec une seule passe, ça vous permet d'avoir un nombre supérieur aux autres. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans les footballs modernes. Les footballs modernes, c'est aussi d'évolution. C'est vrai, à l'époque, on disait que les cerveaux ne jouaient pas le football, on joue le football avec les pieds, mais aujourd'hui, on commence de constater que c'est les cerveaux qui commandent les pieds. Il faut revoir ça. Et puis, dans les espaces, je crois que nous serons capables d'y arriver si seulement si nous arrivons à nous appliquer, parce que devant, c'est costaud. Mais si on met du cœur, si on met de la volonté, si on met aussi de l'intelligence, les concepts footballistiques, on peut faire quelque chose contre les Portugais. Et puis, ça va envoyer un message très fort contre les autres adversaires, dont les Colombiens et les Ouzbeks. Alors, les 10 nations africaines ont livré des matchs amicaux, plutôt 9 des 10 nations africaines ont joué les matchs amicaux, hein, sauf le Ghana qui va jouer peut-être son match demain dimanche. Mais les autres nations, on va prendre par exemple le Madagascar qui a battu la Serbie. Plutôt Cap-Vert. Désolé, excuse. Merci beaucoup, merci David. Cap-Vert qui a battu la Serbie, il y a l'Algérie qui a battu le Pays-Bas, il y a la Tunisie également qui a perdu son match. Il y a aussi qui a perdu contre il a fait un match une fois face au Pays des Galles. Ça doit être un deuxième match parce que la Tunisie a perdu un match. Ah, d'accord. Il y a le Maroc qui a battu l'Ouganda et récemment le Madagascar, et il y a l'Égypte qui joue en ces moments même le Brésil, mais son premier match il a gagné contre la Russie. La Russie 1-0. Et puis le Sénégal on peut dire qu'il s'est fait surprendre, qui a perdu. On ne sait pas, mais il avait perdu contre l'Afrique du Sud qui a fait un 0-but partout face au Curaçao. Et puis les États-Unis qui ont battu le Sénégal sur le score de 3-2. On va dire que le physionomie des matchs ne se ressemble pas lorsque les États-Unis battent le Sénégal, la RDC fait match nul contre le Danemark et même l'Algérie qui bat le Pays-Bas. Ça veut dire que le niveau est un tout petit peu relevé. Est-ce qu'on doit continuer à nourrir ces doutes de penser que la RDC se retrouve dans un groupe où il sera peut-être humilié? Non, c'est parler d'humiliation, c'est très lourd. C'est ce que les Congolais ont. C'est trop lourd. Souvenir de effectivement, c'est ça le problème en fait, parce on a parlé de cette rencontre, il y a eu plusieurs contextes. C'était en fait une grève indirecte de la part du joueur qui réclamait l'air dû de la part du gouvernement, où ils ont laissé l'équipe du. C'est pas du patriote, ça. Non, mais à l'époque c'était normal, c'était logique. Ils avaient besoin d'avoir l'air dû. Ils n'ont pas été payés. Contrairement, si on doit prendre l'équipe de Yougoslavie et l'équipe du Brésil de l'époque, parce que lors de la rencontre devant le Brésil, le président de la République de l'époque avait dit si l'équipe arrivait à encaisser plus de 4 buts, tous les joueurs allaient avoir des problèmes au pays. Et ils ont encaissé moins de 4 buts. Ce qui veut tout simplement dire que c'était un problème, si on peut dire interne, qui a permis à ce que la République démocratique du Congo perde avec autant de buts. Mais ce ne sera pas le cas devant le Portugal. C'est que ça, il y a une question de fierté. Il y a une question de fierté qui sera défendue ce jour-là devant les Portugal. En termes de physionomie, c'est pas la même chose, mais les rencontres de préparation nous donnent déjà le goût, nous démontrent ce que les Léopards sont capables de faire à la Coupe du Monde. Parce que faire un match nul devant les Danemark, pour être franche, même moi, je ne m'y attendais pas. Est-ce que vous pensez que cet effectif-là est plutôt assez mature? Lorsqu'on joue les demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde, le Maroc, on fait match nul lors de la Coupe d'Afrique des Nations, un but partout. Après avoir encaissé, nous avons égalisé, nous étions d'ailleurs tout proche de la victoire. Nous jouons face au Sénégal. En tout cas, j'ai suivi les matchs Sénégal-États-Unis. Pendant tous les matchs, les commentateurs épinglaient le match ici à Kinshasa. Ça veut dire que cette équipe de la RDC était devenue à un moment, bon, je sais pas si jusqu'à présent elle est toujours redoutable, mais lorsque nous jouons face au Sénégal, on réussit à
posé beaucoup de problèmes à cette nation-là. Ça veut dire que lorsque nous jouons contre le Portugal ou encore le Danemark, on n'a pas ces complexes-là devant ces grandes nations. Ce qui est simplement sûr, c'est que la RDC arrive à s'adapter par rapport à l'adversaire du jour. On les disait dans le couloir lorsqu'on préparait l'émission. La RDC s'adapte facilement par rapport à l'adversaire. Lorsqu'on joue les petites nations, bon, il y a plus des petites nations dans le football, mais sur les papiers, sur les papiers, lorsqu'on joue à l'Éthiopie, on n'a pas la même ascendance, le même ascendance psychologique. Oui. Mais lorsqu'on joue le Sénégal, on sent que le joueur se transforme également en quelque chose sur le terrain. On l'a vu comme face à lors du barrage pour la Coupe du Monde où on a joué la Jamaïque. On a vu que l'état d'esprit qu'on a joué cette rencontre, c'est pas l'état d'esprit qu'on a joué le climat aussi, devant. Le climat aussi a influencé. Effectivement, mais en termes d'état d'esprit, on a senti que les joueurs se sont adaptés facilement devant le Danemark, et c'est une très très bonne chose. En outre, c'est que la Coupe du Monde est une vitrine pour certains joueurs, on les disait aussi dans le couloir. Plusieurs joueurs congolais sont en fin de contrat avec leur club. Et la Coupe du Monde, c'est la meilleure opportunité pour eux de se montrer et de pouvoir trouver justement des très bons clubs et des très bons contrats pour l'avenir. Et une autre chose très très importante pour cette Coupe du Monde du côté des Léopards de la République démocratique du Congo serait de voir des joueurs sur le plan de l'énergie. Ça aussi, on l'a parlé dans le couloir. Plusieurs joueurs n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu en club. Ça, c'est aussi un élément très important. Ça peut être un élément déstabilisateur, ça peut aussi être un élément motivateur. Pourquoi? Parce que ceux joueurs-là qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu en club sont très frais. On l'a vu les cas avec Yohan Wissa, qui a fait un match très excellent, avec Chancel Mbemba, qui n'a pas eu aussi beaucoup de temps de jeu. Même Bakambu, effectivement, même s'il n'a pas été efficace, mais il a été très bon devant les buts. Ce sont des éléments qui vont justement jouer en faveur de la République démocratique du Congo. Par contre, le Portugal, qui a des joueurs qui ont joué d'ailleurs, qui ont terminé la saison très tard. Vous avez João Neves, vous avez Vitinha, vous avez Nuno Mendes, des joueurs qui ont joué beaucoup de matchs tout au long de la saison, et ça va peser. Et même Cristiano Ronaldo, qui a joué à la finale, effectivement. C'est beaucoup de matchs, on va dire presque 50 ou 60% de l'équipe a joué beaucoup de matchs tout au long de la saison. Et si vous avez un joueur à l'image d'un Noah Sadiki, s'il arrivait à nous donner de l'énergie, de la combativité qu'il arrive à mettre à tout moment du côté de Sunderland, si vous avez un Galaël Moukao qui est à 100% sur les plans physiques, si vous avez un double poumon comme on l'appelle, Samuel Mutusami, vous citez des joueurs qui ont également eu assez de temps de jeu cette saison. Si, c'est ça que j'ai dit, mais beaucoup, mais pas comme les Portugais. Et ils ont fini la saison un peu plus tôt par rapport aux joueurs portugais. Les milieux congolais qui a joué son championnat, la coupe d'Afrique. Mais il a terminé la saison, il a plus de fraîcheur par rapport aux joueurs portugais. Il a plus de fraîcheur parce que le joueur portugais ont joué, ils ont eu la compétition européenne plus que les joueurs, par exemple, à Mutusami. Il y a eu plusieurs rencontres à Ligue des Champions que Mutusami n'a pas peut-être joué avec son club. Il s'est contenté de la coupe et du championnat. Mais des joueurs comme Vitinha qui s'est contenté de la coupe au niveau national. Il y a eu le championnat, la Ligue 1. Il y a eu la Ligue des Champions. Ce sont plusieurs rencontres qui se sont accumulées pour permettre à la République démocratique du Congo d'avoir plus de fraîcheur. Voilà pourquoi j'ai dit qu'ils doivent se surpasser. On a besoin de joueurs qui doivent avoir de l'énergie à revendre ces jours-là. Il faut tout donner et éviter une humiliation à la nation parce qu'on sait que ce jour-là, on va beaucoup souffrir. On sait que ce jour-là, nous allons beaucoup souffrir. En tout cas, moi, je pense que on fait vraiment des lectures un peu déplacées lorsqu'on dit qu'on a des joueurs qui n'ont pas eu assez de temps de jeu. Moi, je pense que certains joueurs, oui, mais lorsqu'on voit Mutusami qui a fait cette saison 35 matchs, Moukao 42 matchs, Edo Kaimbe 38 matchs, Maswaku 10 matchs, Kalulu 19 matchs, Twanzebe 16 matchs, Kapwadi 40 matchs. Ça veut dire quand même que avec cet effectif utilisé face au Danemark, il y a eu quand même des joueurs qui ont eu assez de temps de jeu cette saison. Oui, en fait, dans notre sélection, il y a des types de joueurs. Il y a eu ceux qui ont beaucoup joué et ceux qui ont peu joué, par exemple, et même Wissa qui a fait 28 matchs. Maswaku, si vous regardez des joueurs comme Epolo, oui, c'est un match Noah Sadiki, Ngalael Moukao, Kapwadi, ce sont des joueurs qui ont énormément joué. Mais ce qui va faire
La différence, c'est d'abord des professionnels. Ils sont adaptés à les faire. Les gens disent qu'aujourd'hui, les joueurs jouent beaucoup, mais la réalité aussi avec le football business, aujourd'hui, les joueurs gagnent beaucoup. Et ils jouent par rapport au calendrier qui est prévu. Avec la Ligue des Champions de l'UEFA, il y a quand même des rencontres en plus depuis des saisons. Et si vous regardez aussi, dans toutes les compétitions européennes, il y a les rajouts des rencontres parce que le football, ça demande les droits télé et ça rentre à condition. Les joueurs disent qu'ils souffrent, mais les joueurs ne disent pas qu'ils gagnent aussi beaucoup par rapport à ce qu'ils avaient. Ouais. Donc, pour rentrer dans notre problème contre le Portugais, il y a les Portugal, mais après il y aura la Colombie, après il y aura la nation des Kuzanov. Ça peut être considéré comme une mesure. Contre le Portugal, moi je me dis dans un coin de ma tête qu'il peut y avoir un effet surprise venant de notre côté, évidemment. La République démocratique du Congo, depuis 1974, on avait un problème de la qualification. On l'a fait. On a un problème. On n'a jamais marqué dans une phase finale de la Coupe du Monde. Ça peut être le cas. On a un autre problème. On n'a jamais gagné. On peut y arriver. On n'a jamais pris ne serait-ce un point. Et lorsqu'on regarde tout ça, ils peuvent se motiver de tout ça. Ils peuvent aussi écrire l'histoire. Les Portugais, si on regarde aussi dans les éditions passées, on a vu aussi des sélections favorites qui étaient aussi surprises. Et ça peut aussi arriver dans... Personne n'attendait les Portugal perdre devant le Maroc. Ça peut aussi arriver contre la sélection nationale. Mais est-ce qu'on doit se mettre nécessairement dans notre tête qu'on va extrêmement souffrir? Je ne dirais que non. Chancel Mbemba, il a déjà joué contre Cristiano Ronaldo. C'est vrai, c'était contre Porto. Et ces jours-là, c'était Chancel Mbemba qui a gagné parce que Chancel Mbemba a mis Cristiano à la porte. On a aussi des joueurs aujourd'hui, je vais vous faire rire. À l'époque, on avait des sélections sur 11 joueurs, 9 joueurs qui étaient dans notre championnat national. Les gens se disaient que, voilà, ils seront complexés parce que, ils jouent à l'extérieur. Mais aujourd'hui, on n'a plus personne qui est dans notre championnat national. Et puis, ce qui est grave, on a moins de 8 joueurs qui sont nés en République démocratique du Congo. Moins de 8 joueurs. Moins de 8, j'ai dit moins de 8. Vous voyez. Les chiffres exacts, les chiffres exacts, c'est 6. Donc, dans les 6 joueurs-là, il y a Chancel qui a débuté ici. Il y a Edo Kaimbe qui a débuté ici. Il y a Fiston Maël qui a débuté ici. Twanzebe, je ne crois pas. Twanzebe né au Congo. Et puis il est parti. Mais chaque il a débuté ici. Il y a un autre joueur qui m'a sorti de la tête. Mais vous regarderez que la grande partie de ces joueurs, ils sont partis au début des années 2010. Il y a d'autres qui sont partis au début des années 2010 et d'autres vers la fin des années 2010 qui ont quitté la République démocratique du Congo. Mais Chipenga. Et Brian Chipenga. Voilà. Merci beaucoup. Et Chipenga, si vous regardez, il n'a pas joué à la Lina Foot. Vous voyez. Donc, il est parti tôt. Il y a d'autres qui sont partis au début des années 2010, comme Chancel à 2011-2012, il était déjà en Europe. Et il y a le Fiston Maël qui sont partis vers la fin 2018-19, il est parti. Vous regardez, ils ont déjà acquis quelque chose, ils ont quand même enlevé quelque chose qu'ils ont appris de la Lina Foot. Il faut s'attendre à tout, il faut s'attendre à la surprise, il faut s'attendre que les Portugais puissent aussi nous battre, il faut s'attendre que la RDC batte les Portugais, il faut s'attendre aussi... Ça ne sera pas une surprise de voir les Portugais battre la République démocratique. En fait, mais quand même, en fait, j'ai dit, il faut s'attendre, écoutez, juste un petit truc. Lorsque j'ai dit, il faut s'attendre à plusieurs choses. Lorsque je parle d'effets surprises, j'ai toujours mis la virgule. Malheureusement, nous sommes à la télé, vous pouvez pas voir, mais à l'écriture, vous verrez qu'il y a des virgules. Il faut s'attendre à tout. On a une équipe, on a pris la confiance parce qu'on a fait un match nul contre les Danois. Les Danois ont plus de 25 places devant nous, qui veut dire que on peut aussi faire des bonnes choses contre des nations qui sont très bien classées. Et ça m'inspire un peu de la confiance. Il faut aussi épingler quelque chose. Sébastien Desabre contre les Danemark, il a fait des changements et rarement ça apporte.
Et là, les jours en question, la soirée en question, ça a énormément apporté. Lorsque vous regardez l'entrée de Charles Piquet, il a énormément apporté défensivement. Vous regardez les appels des Simo Banza, qui a aussi eu une occasion, il pouvait scorer, c'était pas le cas, mais il a aussi créé. C'est ça qui fait la différence entre Simo Banza et les autres avant-centres. Simo arrive à avoir des occasions et à créer d'autres, mais les autres ont du mal à créer aussi pour les autres. On a une équipe, on peut faire quelque chose contre le Portugal, on peut faire quelque chose contre la Colombie, mais on doit seulement s'appliquer, on doit seulement bien voir l'adversaire en face, s'adapter à l'adversaire et puis être au niveau de l'adversaire, parce que là c'est la Coupe du Monde, minimum c'est 3 matchs pour toute nation et puis on verra si on sera dans les maximum. Alors nous allons emprunter. Vous aviez juste un petit mot pour rajouter à Timothée, c'est que je ne suis pas en train de dire qu'on va nécessairement perdre devant les Portugais. Ça je ne le dirai jamais, parce que je sais que c'est une compétition, on ne va pas pour faire de la figuration, on va pour défendre les couleurs du pays, et pourquoi pas une victoire devant, si on a été capable de tenir à tête devant le Maroc qui a battu les Portugais, même si toutes les rencontres ne se ressemblaient pas, c'est qu'on a une possibilité aussi de pouvoir inquiéter les Portugais. Mais c'est en fait sur le plan psychologique, ça doit jouer sur l'aspect psychologique. Timothée déjà, on aura l'avantage parce que Joyce, la pression ne sera pas la mienne. Effectivement, la RDC, ça c'est un élément positif pour la RDC. N'est pas obligé, si on doit dire les termes, la RDC n'est pas obligée de battre les Portugais. Un match nul, ça fera notre affaire. Mais si les Portugais, non, en fait, par rapport au classement, si on doit aller dans ces éléments, par rapport au classement, ils sont très bien classés. Par rapport aussi à l'histoire dans les footballs, les Portugais, depuis un moment, sur les papiers, ils sont arrivés à un niveau très élevé, qui fait que nous, on aura le choix de gagner, de faire un match nul ou de perdre. Mais ils n'auront pas le choix. Et ils ont l'obligation, parce que un match nul, ils ne ressentent pas cette pression en fait. Bon, en fait, ils peuvent la ressentir lorsque nous serons, par exemple, vers la fin. Et il n'y a pas un changement. Là, on parlait pendant le match. Pendant le match. Moi, j'allais juste rajouter à Timothée, c'est que nous, on a des motivations. Vous avez parlé d'une première victoire, vous avez parlé d'un premier point et tout ça. Mais le Portugal aussi a une vraie et une nette motivation. C'est que tous les joueurs portugais jouent pour Cristiano Ronaldo. C'est sa dernière compétition, c'est sa dernière Coupe du Monde. Est-ce que Bruno Fernandes est d'accord avec ça? Tous les joueurs, il faut suivre juste les interviews de joueurs qui disent qu'il joue pour permettre à ces joueurs, à Cristiano Ronaldo, de réaliser ses rêves, qui est de remporter une Coupe du Monde. Et ça, c'est une motivation qui est franche, une motivation nette, qui va permettre au Portugal de se surpasser dans cette compétition. La RDC a ses motivations, les Portugal a aussi ses motivations, et voilà pourquoi je dis ça va jouer sur l'aspect mental. Si la RDC a besoin de prouver à la face du monde que le football a développé, que le football moderne aujourd'hui n'a plus justement ces petits traits tracés sur les papiers pour dire que le Portugal doit obligatoirement et automatiquement garder la RDC, ça sera une bonne chose pour permettre également au football africain d'évoluer. Alors, ça serait une très bonne chose. On le sait très bien qu'en 2004, l'équipe de la Grèce a remporté l'Euro en marquant un but chaque match important. C'est aussi ça. Nous, la RDC est arrivée en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations avec combien de matchs nuls dans le parcours. C'est la même chose. Les points positifs et défensivement, que depuis que le sélectionneur Sébastien Desabre est là, la RDC, on a quand même élevé notre niveau. Alors, la Grèce en 2004, lors du match d'ouverture, a battu le pays organisateur, les Portugais, et le Portugal sur le score d'1-2. C'était d'ailleurs le premier match de Cristiano Ronaldo à l'Euro, son premier but également lors de ces matchs-là. La deuxième journée, match nul face à l'Espagne. La troisième journée, c'était un but partout. Défaite 2-1 face à la Russie. En huitième de finale, la Grèce a battu la France 1-0 grâce à un but de Charisteas. En demi-finale, 1-0 également face à un but de Delas, et en finale face au Portugais, 1-0 également, un but de Charisteas. Ça improvise ma question. Soyez court en répondant, parce que on nous a fait signe que nous sommes arrivés presque à la fin de l'émission. La RDC a joué la CAN 2023 avec 4 avant-centres qui n'ont pas marqué. La CAN 2025 avec
4 avant-centres et il y a eu seulement Bakambu qui a marqué un but. Un but seulement pour Bakambu. Et nous irons à la Coupe du Monde. Déjà, on a vu hier que sur le plan réalisme, on souffre. Bakambu a eu des occasions de marquer. C'était compliqué. Est-ce que ce n'est pas un point important à régler d'ici avant la Coupe du Monde? Je me suis toujours posé la question, est-ce les sélectionneurs s'intéressent plus sur l'aspect défensif et négligent l'aspect offensif? Parce que c'est en fait une vraie maladie qui gangrène la sélection congolaise depuis un long moment. On en parle et on n'arrive pas à trouver de solution. Depuis longtemps, cette situation me dérange personnellement et je me demande comment faire pour pouvoir s'en sortir. Les attaquants congolais, ils ne sont pas mauvais parce que quand on voit leurs prestations en club et en équipe nationale, c'est différent. Vous avez Simon Banza qui est arrivé, il a déjà marqué plus de 8 buts si je ne me trompe pas tout au long de la saison. Vous avez Cédric Bakambu qui a eu aussi à marquer au début de la saison, il a marqué Fiston Kalalamaïle qui marque aussi avec son club. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que lorsqu'ils arrivent en équipe nationale, ils ont des difficultés à marquer. C'est bon, si c'est l'animation qui pose problème, qu'est-ce que fait les sélectionneurs et tout son staff technique pour pallier à cette situation? Voilà pourquoi l'équipe nationale doit s'y mettre déjà rapidement. Je l'ai dit lors de l'émission, je ne sais pas si vous étiez très attentif, c'est que on peut beaucoup défendre. Le Portugal peut faire plus de 20 à 30 tirs sans marquer et nous, juste un seul tir marquer devant les Portugais et remporter la rencontre. Ça dépend du réalisme de l'équipe nationale de la RDC et ça passe par l'attaque. Pourtant, ce compartiment qui est l'attaque de la RDC a des sérieux problèmes. Donc les sélectionneurs doivent vraiment revoir son animation offensive, si on doit le dire. Cette animation offensive doit être revue avant la Coupe du Monde. Je ne sais pas si la rencontre devant les Chili sera maintenue pour nous permettre d'avoir encore une idée plus avant d'aller affronter les Portugal pour la première journée. Il y a vraiment nécessité, il y a urgence de revoir le système offensif de la République démocratique du Congo. Timothée l'a dit autrement, on n'a pas un milieu offensif qui est capable de pouvoir organiser justement les phases offensives de la République démocratique du Congo. Mais il y a nécessité, si on n'a pas ce genre de joueurs, les sélectionneurs ont l'obligation de créer. Parmi ces joueurs, il doit obliger de créer un joueur capable de permettre à la République démocratique du Congo de faire cette tâche. Déjà, comme Bourré était en train de dire, aujourd'hui, on a un problème de l'animation offensive. Maintenant, qui sont ces animateurs ou quels sont les joueurs ou les types de joueurs qui peuvent devenir des animateurs? On a des maestros, par exemple, dans notre sélection. Les profils d'un maestro, c'est Gaël Kakuta. Là, il n'y a pas un débat. Mais est-ce que Gaël Kakuta a toujours ses cardio? Est-ce que Gaël Kakuta a toujours ses jambes? Ça reste une question qui me trouble l'esprit. Et après, lorsque on n'a pas un maestro, on a trouvé une solution à cette problématique. On peut aussi s'appuyer sur des joueurs qui ne sont pas nécessairement des maestros, mais qui sont capables d'animer. Par exemple, des Noah Sadiki, lorsqu'il arrive quand même à recevoir la ballon ou à chipper la ballon, plutôt la balle, allais-je dire, à recevoir la balle ou à chipper la balle et d'aller de faire des bonnes passes, ça peut aussi animer. Des points positifs contre les Danois, on a quand même vu nos avant-centres avoir des opportunités pour scorer. Quelque chose qu'on ne voyait presque plus. La dernière fois que moi je l'ai vu, c'était contre les Malgaches lors de la préparation en Belgique en juin dernier, si je m'abuse pas, avant la CAN. Et pour que les joueurs marquent, ils doivent avoir des occasions. C'est vrai, aujourd'hui, on parle de buts. Mbappé a inscrit plus de 25 buts en Liga. Harry Kane a inscrit plus de 30. Mais des fois, on oublie de parler des actions ou des occasions manquées, d'où on parle des rations des buts. Et lorsqu'on revient dans les rations des buts, vous trouvez que plusieurs joueurs qui sont des attaquants des calibres, ils ont, par exemple, des rations à moins de 0,60 buts par match. Parce que ils ratent beaucoup. Mbappé peut marquer un doublé, mais dans la même rencontre, il peut manquer plus de 3 ou à 4 occasions. Ce qui veut dire, si nos joueurs ont les opportunités d'avoir 3 occasions,
ils peuvent aussi augmenter leurs chances de scorer. Je ne refuse pas qu'à un moment donné, ils doivent être cliniques. Donc, lorsqu'ils ont l'occasion, ils doivent scorer. Mais dans le football, ce sont des cas rares. Donc, il faut plus créer des occasions pour alimenter nos avant-centres qui doivent marquer ou se retrouver. Et ça, c'est ce on va essayer de travailler avec les maestros qui est Gaël Kakuta ou les autres milliers qui peuvent aussi être des bons animateurs. Être de bons animateurs. 11 juin, début de la Coupe du Monde, première rencontre Mexique-Afrique du Sud à 20h. Ça sera les remakes de 2010 où le pays organisateur, l'Afrique du Sud, recevait la Mexique et cette fois-ci c'est juste juste inverser les rôles. Inverser les rôles. C'est qui fait la beauté du football. Mais quand même, il y aura un Guillermo Ochoa. Des fois, les gens disent, on sait même plus là où il est, mais on le voit toujours dans la Coupe du Monde. Ces Coupes du Monde comme Cristiano Ronaldo et Messi, ce sont maintenant des records mines. C'est d'ailleurs le seul joueur mexicain à avoir joué la Coupe du Monde en 2010 qui sera également qui va revoir l'Afrique du Sud et la RDC va entrer en lice les 17 juin, soit 6 jours plus tard, contre le Portugal à 18h RD Kinshasa. Merci messieurs pour votre présence à notre émission. Nous vous disons également merci fidèles téléspectateurs. On reviendra la semaine prochaine avec le même plaisir. Portez-vous bien. Ciao. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.